Bonjour messieurs, dames, donc merci d'être venus pour ce dernier cours de la chaire, et donc le dernier cours de cette partie de la chaire, la deuxième partie de la chaire, qui est musique et temps, et donc il va être mon dernier cours qui va clore donc cette chaire de création artistique que j'ai eu le grand honneur et le grand plaisir et la grande joie d'animer cette année. Alors on va parler cette fois-ci du temps sous une autre forme, puisqu'on avait parlé du temps sur une forme, disons, plutôt esthétique ou phénoménologique, quand j'ai parlé du temps lisse, du temps strié. On a parlé la dernière fois des règles de successivité avec un système de grammaire générative. On a parlé aussi du temps historique dans la première partie. Et cette dernière partie, on va rentrer dans l'infiniment petit. Alors l'infiniment petit en musique, c'est l'infiniment grand pour les physiciens, parce que ce sont des échelles de temps qui sont beaucoup plus longues, mais quand même, on pourrait parler d'infiniment petit, parce que ce qui va nous en occuper aujourd'hui, c'est donc le temps réel, la musique, la composition en temps réel, donc avec la musique électronique, mais avec une conception de la musique électronique qui est celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire que ce n'est plus une musique électronique telle qu'on la faisait il y a encore une vingtaine d'années, c'est-à-dire sur bande magnétique, mais c'est sur une musique électronique qui parfois se compose au moment où vous l'entendez et qui prend en considération l'instant, donc l'instant présent qui va nous occuper. Alors, pour donner, je dis c'était l'infiniment petit, parce que qu'est-ce qui peut caractériser le temps réel en musique, parce que les idées de temps réel pour les informaticiens changent d'échelle suivant le domaine auquel ça s'applique. Pour la musique, on pourrait le définir ici, c'est lorsque le temps de calcul se déroule à une vitesse telle que l'oreille ne peut pas l'apercevoir. Alors évidemment, le temps réel n'existe pas, parce qu'il faut toujours un temps pour effectuer des calculs. Peut-être que si un jour on a des ordinateurs quantiques qui fonctionnent à la vitesse de la lumière, ce temps-là n'existera plus, mais pour l'instant on n'en est pas loin, on n'en est pas là, loin de là, je pense. Et donc, il faut toujours un temps. Mais ce qui se passe, c'est que maintenant, ce temps de calcul est un temps qui est tellement rapide que vous ne l'entendrez pas. Alors moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à travailler à l'IRCAM, à la fin des années 70, il fallait des fois lancer des procédures de calcul pour calculer des sons. On les lançait le soir et on revenait le lendemain matin et on s'apercevait que finalement, le calcul avait duré jusqu'à 4 heures ou 5 heures du matin. Ça prenait plusieurs heures pour effectuer. Il fallait donc ensuite réécouter le résultat. Si on n'était pas content, il fallait le retransformer, relancer une procédure de calcul, donc c'était très long. Alors évidemment, le temps réel, on peut dire que c'est un avantage, parce que ça va beaucoup plus vite, mais ce qui nous intéresse, en tout cas nous les artistes, les compositeurs, ce n'est pas du tout la question de l'avantage, puisque le temps réel et les technologies, par l'informatique, par la même occasion, évidemment, ont pu résoudre certains problèmes, mais ils sont là surtout pour poser de nouvelles questions. Et c'est ça qui est intéressant. Je dirais que même s'il n'y a pas de nouvelles questions, ça n'en vaut pas la peine. C'est ça qui m'intéresse quand on prend un nouvel outil. Je ne veux pas faire de rapprochement historique exagéré, mais je pense que quand Beethoven a eu ses Hammer-Klavier, ces grands pianos qu'il achetait en Angleterre, on n'aurait pas eu les pièces pour piano qu'il a composées s'il n'avait pas eu cet instrument-là. Donc l'instrument a posé des questions qui ont été résolues d'une manière ou d'une autre. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'utilisation du temps réel dans la composition. Ça va déranger, ça va modifier notre manière de composer, et ça a été l'objet de mes études et de mes recherches depuis plusieurs années dans cette direction-là, puisque je ne compose exclusivement de musique électronique qu'en temps réel. Ce n'est pas du tout idéologique, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le temps de la composition est un temps différé, c'est-à-dire que quand on compose une partition, par exemple, ce que je fais tout le temps avec du papier à musique, quand je compose des pièces d'orchestre, on ne compose pas au fil comme ça vient. J'ai eu l'occasion de vous en parler au cours de ce séminaire, de ce cours. Il y a des procédures de composition, enfin, il y a le temps, la manière dont on ordonne les choses dans le temps de l'œuvre n'est pas le temps de leur composition, on réarrange, il y a des choses qui sont modifiées, on anticipe. Donc c'est vraiment du temps différé, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est préparé, quelque chose qui est anticipé et qui mûrit et qui petit à petit trouve sa forme définitive sous forme de partition. Mais quand on a une partition, on n'a pas encore la musique, on a la partition pour qu'elle soit jouée. Et bon, la question de l'écriture, je les ai abordées aussi, mais c'est vrai que l'écriture de la partition, c'est le temps de la composition, mais ce n'est pas toute la musique, puisqu'il manque à cette partition une interprétation, il manque quelqu'un pour la jouer.
pour que la musique trouve son aboutissement naturel ou plein. Par contre, en revanche, le temps de l'interprétation n'est pas un temps réel. Pardon, le temps de l'interprétation est un temps réel, excusez-moi. Autant la composition est un temps différé, mais l'interprétation est un temps réel. Parce qu'un interprète, évidemment, et ça on pourra leur demander tout à l'heure, puisque nous en avons 3 de très grande qualité aujourd'hui, un interprète anticipe, évidemment, il sait ce qu'il va écrire, il sait ce qu'il va produire, mais la manière exacte, les valeurs exactes qu'il va produire ne sont pas anticipables. Parce que, pour donner un exemple, si j'écris mezzo forte dans une partition, je demande à un interprète ce que veut dire mezzo forte, il ne saura pas le dire, et personne ne pourra le dire, si ce n'est que ça se situe entre un piano et un forte. Mais on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Donc l'interprétation fonctionne avec des zones, qui sont des zones mentales, qui se traduisent ensuite par des zones physiques, puisque pour un violoniste, ce sera une pression de l'archet, pour un pianiste, ce sera une vitesse d'attaque du clavier, pour un percussionniste, ce sera aussi une vitesse de frappe, etc. Un instrument avant, ce sera un souffle. Mais disons qu'on ne peut pas prédire avec exactitude ce que les valeurs qui vont être les données de l'interprétation. Et c'est pour ça que c'est du temps réel, puisqu'on va connaître la valeur exacte au moment même où elle va être produite et pas avant. Avant, on peut se tromper, on peut en approcher, mais on ne peut pas connaître les valeurs exactes, c'est impossible. Ce qui est important à savoir, c'est que l'écrit ne fixe pas toute la totalité du phénomène sonore. C'est-à-dire que quand j'ai écrit une partition, j'ai écrit un certain nombre de signes sur une page, par exemple les notes de musique, leur durée, leur intensité, si c'est fort, si c'est pas fort, leur vitesse, aussi des éléments d'interprétation, si je veux un son agressif, un son doux, ou enfin des choses qu'on écrit de manière plus ou moins poétique ou plus ou moins analogique. Mais ce que vous entendez en musique, c'est beaucoup plus que ce qui est écrit dans la partition. C'est-à-dire que l'interprète va de lui-même ajouter de manière plutôt intuitive, je dirais, mais pas prédéterminée, pas déterminée en tout cas, il va ajouter des éléments à une partition qui est, non pas volontairement, mais qui est physiquement incomplète. C'est impossible de donner toutes les valeurs sonores qui seront celles de la partition telle qu'elle sera jouée. Donc, en ce sens, une partition, c'est une réduction de données sur les données les plus importantes de la composition. Et donc l'interprétation est par essence indéterministe, c'est-à-dire que toutes ces données qui vont être, ne seront pas écrites sur la partition vont être fournies par l'interprète au moment où il va les jouer. Alors ce qui m'intéresse dans ce montage, c'est que j'ai parlé du temps différé, j'ai parlé du temps réel, j'ai parlé de l'écriture, de la composition, j'ai parlé de l'interprétation, et je me suis dit, la composition en temps réel, ça doit être quelque chose qui doit pouvoir saisir ce moment de l'interprétation en temps réel. C'est-à-dire que ce que je ne peux pas déterminer avec exactitude, la machine, elle, pourra l'analyser avec exactitude, et comme elles sont très rapides, elle pourra l'analyser au moment même où l'événement va se produire. Donc ça transporte, je dirais, le champ d'activité du compositeur d'un bord à l'autre, c'est-à-dire d'un côté, comme je dis, on est sur sa table de travail, on compose, et donc c'est du temps différé, et de l'autre côté, on va utiliser aussi des éléments qu'on ne connaît pas auparavant, mais qui va être fourni par l'interprète, et la composition en temps réel, finalement, doit intégrer l'interprétation, c'est-à-dire elle doit intégrer une partie de l'interprétation. Alors, ce qui est temps réel, ce qui n'est pas temps réel, c'est peut-être pas le lieu ici de le formuler, mais je dirais que par définition, pour moi, à chaque fois qu'un événement se produit de la même manière, on peut dire qu'il est en temps différé, c'est-à-dire que l'événement est fixe, il ne va pas bouger, il sera toujours le même, comme une bande magnétique par exemple, quand on joue, ou un CD quand on le joue, on va reproduire plus ou moins le même signal, sauf si vous mettez un peu plus fort, un peu moins fort, mais le signal reste le même, il sera juste plus fort ou moins fort, mais il ne va pas changer intrinsèquement. Ce qui est intéressant, c'est que quand un interprète joue plus fort ou moins fort, ce n'est pas juste le son qui sera plus fort ou moins fort, mais ce sera la qualité interne du son, c'est-à-dire les constituants du son, les harmoniques, qu'on appelle les harmoniques, ou même le niveau de bruit, ou différentes qualités acoustiques qui sont vraiment constitutives du son, qui vont être modifiées et qui seront différentes. Donc c'est vraiment le son lui-même qui va être différent, et c'est par instant, c'est cet élément-là, donc, qui va être produit en temps réel, que je cherche à capturer
et à capturer pour l'utiliser à des fins compositionnelles. Alors j'ai donné à ce système, qui n'en est pas un, mais c'est plutôt je dirais un cas de figure, j'ai donné un nom qui est celui de partition virtuelle, c'est-à-dire que ce n'est pas une partition réelle, comme l'est une partition classique ou moderne, enfin qui est écrite, mais c'est une partition virtuelle parce qu'elle va intégrer des valeurs d'interprétation comme paramètres de composition. Et ces valeurs d'interprétation, je le redis, sont indéterministes. Donc l'idée, c'est que ce qui jouait en temps réel, maintenant, va être susceptible de modifier le discours musical lui-même. C'est-à-dire qu'on décide d'avoir un système de composition qui va nous donner une musique avec certaines configurations, certaines morphologies, une musique qui a son caractère. La manière dont le musicien va jouer au moment du concert, parce que s'il le joue le lendemain, ce sera différent, pas complètement différent, mais sensiblement différent, ça va modifier non pas juste l'interprétation, mais des fois le discours musical lui-même. C'est-à-dire que la musique va être sensiblement différente en fonction du texte qui va être joué. Donc il y a une interactivité, et donc c'est un mot qui est très à la mode, l'interactivité. En musique, ça existe depuis qu'on fait de la musique ensemble, mais là, c'est vraiment fait avec des machines parce qu'il va falloir que le discours lui-même puisse se modifier. Et donc la partition que jouent les instrumentistes sera la même, mais le résultat qui va sonner dans la musique de synthèse, qui va sonner dans le haut-parleur, va être modifié par les conditions d'interprétation. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que dans une partition virtuelle, on connaît la nature des composants qui vont la constituer, c'est-à-dire est-ce que je vais jouer sur, par exemple, des vitesses, est-ce que je vais jouer sur des tempos, est-ce que je vais jouer sur le fait que les sons soient dans l'aigu, dans le grave, enfin sur des paramètres de composition qu'on peut déterminer, il y en a autant qu'on veut. Mais donc ça, on connaît sur quoi ça va traiter, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne connaît pas les valeurs exactes qui vont l'organiser. C'est-à-dire, si je dis, par exemple, j'ai un souvenir qu'il y a un système qui s'appelle le système MIDI qui peut repérer entre 127 manières différentes d'attaquer une note sur le piano. C'est 7 factoriel 7. Donc il y a 127 manières différentes, il y en a beaucoup plus, mais avec ce système-là, on peut repérer 127 manières différentes. Il est évident que si je demande à un pianiste de me jouer le 88 ou le 89, il va me dire il y a quelque chose qui ne va pas là, tu ne comprends pas. Par contre, si je lui demande de jouer mezzo forte, il me comprendra tout de suite, alors que je ne peux pas définir ce que c'est le mezzo forte. Mais on va se comprendre tout de suite. Donc il y a cette espèce de logique floue, cette espèce de mode de communication qui ne passe pas par une chose exacte, qui sert et qui est toujours, bien sûr, très important. Mais par contre, une fois que ce sera joué, au moment où c'est joué, la machine va pouvoir me dire « Ah, ben, c'était 88 ou c'était 92 ». Ça, ce sera très précis et ce sera sans appel. Mais c'est le résultat d'une analyse, mais qui n'a pas été prédictible. Alors, je vais articuler ce cours en deux temps. La première sera consacrée à la première pièce qui sera jouée au concert de ce soir, qui s'appelle Partita 2, qui est une pièce pour violon et électronique. Et la seconde partie de ce cours, ce sera consacrée à la deuxième pièce qui s'appelle Le temps, mode d'emploi, pour 2 pianos et électronique, tout ça en temps réel. Et donc on va commencer avec Partita. Je vais demander à Esson Kang, donc soliste à l'ensemble d'État contemporain, pour laquelle j'ai écrit cette pièce, de me rejoindre, puisqu'on va interpréter des extraits de cette pièce pour vous expliquer comment tout ça fonctionne et pour voir un peu comment une interprète peut elle-même agir sur le discours musical. Alors je vais commencer pour vous montrer un système de synthèse que j'ai utilisé, qui s'appelle la synthèse par modélisation physique. Alors je vais vous expliquer ce que c'est. Vous écouterez ce soir dans cette pièce beaucoup de sons qui sont issus de ce modèle de synthèse. Alors en général, dans un modèle de synthèse, on dit à un système, enfin on lui demande de jouer telle hauteur, et on définit les intensités, on définit la durée. Ici, on ne fait pas du tout ça, c'est-à-dire que c'est une synthèse qui va modéliser vraiment l'élément physique. Donc au début, on a une corde virtuelle donc, qui est tendue entre 2 points, sur les 2 points rouges. Évidemment, plus cette corde est tendue, plus la corde va être accordée dans l'aigu. Et on a une corde, et puis comme vous le savez, aussi on a un archet qui va venir frotter cette corde. Et alors, le corde et l'archet, pour compléter ce système-là, c'est un système qui a été mis au point par Mathias de Moucron, qui est un chercheur qui a travaillé à l'IRCAM,
et que j'ai utilisé dans un quatuor à cordes qui s'appelle Tensio et dans cette partita. Et donc, pour utiliser ce système-là, il y a donc plusieurs types de paramètres, c'est-à-dire qu'on a la position. L'archet peut jouer à différentes positions sur la corde, ce qui va changer le son du violon. On appelle ça tasto, ponticello ou ordinario, suivant la manière où on place, donne un son plus ou moins filtré, plus ou moins chaud, suivant la manière dont on place l'archet. Ensuite, on a une chose qui est très importante, c'est la vitesse de l'archet, c'est-à-dire que l'archet va exciter la corde avec une certaine vitesse, donc c'est un deuxième paramètre. Troisième paramètre, c'est la pression, donc il y a aussi une pression sur la corde qui va être plus ou moins exercée. Alors, les conditions naturelles sont celles-ci, c'est-à-dire que quand on a un son fort, on l'obtient avec une pression forte et une grande vitesse de l'archet, et je demandais à Esson de nous faire une démonstration de ça, juste des sons qui sont forts, et vous allez voir que ça demande une pression de l'archet et une vitesse d'archet assez soutenue. Et puis, à l'opposé, quand on veut obtenir un son doux, eh bien, ça va être une pression légère et une lenteur d'archet qui sera nécessaire pour avoir cette qualité. Voilà, donc ça, ce sont ce qu'on appelle les conditions naturelles, c'est pour ça que j'ai mis des guillemets. Ce n'est pas évidemment naturel puisque c'est produit culturellement, je veux dire, par une éducation, mais enfin, disons, c'est naturel par rapport aux conditions technologiques que je vais montrer dans quelques instants. Donc on a ces deux paramètres qui sont la pression et la vitesse, et maintenant, si je demande à Esson de me faire quelque chose qui est un peu contre nature, en tout cas dans l'éducation des violonistes, c'est de combiner une très grande lenteur d'archet avec une pression forte. Et qu'est-ce qu'on a comme type de son ? Voilà. Alors on obtient un grincement. Alors bon, les gens, je vois des gens qui font la grimace, parce que tout le monde dit que ça sonne mal. C'est affaire de goût. Il y a des compositeurs qui utilisent ça. Je pense à quelqu'un qui le fait magnifiquement, c'est Helmut Larenmann. Donc qui intègre cette dimension bruitée, mais pas comme on vient de le faire maintenant. Mais disons que, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques mois ou quelques semaines, le bruit fait partie du son. Et donc il peut y avoir une connotation désagréable, mais la manière dont elle est traitée va peut-être vous faire changer d'avis de ce point de vue-là, puisque pour chercher la beauté, des fois, il faut travailler longtemps, ça ne vient pas d'un seul coup. Et voilà, j'en viens maintenant aux conditions technologiques, c'est-à-dire que ce qu'a fait Esson, c'est-à-dire cette très grande lenteur d'archet combinée avec une vitesse très lente, proche de l'immobilité, donc donne un grincement, mais qu'est-ce que ça donne vraiment si on accentue cette chose-là au-delà des possibilités limites d'un interprète? C'est-à-dire que, mettez-vous à la place, même si vous n'avez pas fait du violon, vous pouvez vous en apercevoir, vous avez un archet et vous essayez d'obtenir une pression maximale verticale sur la corde, en même temps qu'une vitesse minimale horizontalement. Donc il y a quelque chose qui physiquement est pratiquement infaisable. Et qu'est-ce que ça donne donc dans la position technologique? Donc on va écouter ce que ça donne quand on le fait exécuter par une machine et quand on va plus loin dans l'utilisation de ces paramètres. Grincement. Et maintenant, une granulation. Grincement, et on revient. Alors, il y a deux choses qu'on peut dire sur cette chose-là. C'est d'une part que ce type de phénomène a un nom qui est bien connu en science, c'est ce qu'on appelle la non-linéarité. C'est-à-dire qu'en faisant varier continuellement un paramètre d'une position et d'une vitesse et d'une pression faible à une pression forte,
on s'aperçoit que le signal ne va pas de manière linéaire du son pur, je dirais, jusqu'à cette granulation, mais il passe par des zones qui sont discontinues, c'est-à-dire qu'on passe par le grincement d'abord, et ensuite du grincement, on arrive à la granulation. Mais ça ne se passe pas de manière continue, c'est non linéaire. Et donc ces petites percussions, cette granulation, qui est finalement obtenue quand on fait ralentir virtuellement l'archet maximum et quand on exerce une pression maximum aussi sur cette corde. Ça donne ce que j'appelle des granulations, ces petites pulsations. Et quand j'ai écouté ça, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire ici, parce que là, il y a une autre notion qui intervient, c'est qu'on entend des tempos. Et je vais maintenant vous faire écouter un son qui est parti de cette granulation, mais qui est bon travaillé avec d'autres manières. Et c'est pour vous montrer comment est-ce qu'on peut dégager une expression musicale de quelque chose qui paraît au départ sans espoir. Donc on va écouter une conséquence de cette granulation. Cette variation, ces variations de pulsation qui n'arrêtent pas de bouger, elles sont obtenues avec des variations microscopiques de la pression. Mais vraiment, et puis avec un archet qui prendrait à peu près, je ne sais pas, 3 ou 4 minutes pour passer sur la corde, s'il était joué. Donc on entend que c'est une corde, parce que je pense qu'il y a comme l'idée d'une corde qui vibre, qui continue, ou même qui est percutée, qui continue à jouer, mais c'est une corde et un archet, donc ce sont des conditions naturelles, mais qui sont poussées dans des conditions surnaturelles, puisque aucun être humain ne sera capable de produire ça, parce que, comme je dis, c'est tout à fait contre nature. Et donc c'est cette chose-là qui m'a intéressé, et vous allez entendre dans cette pièce beaucoup de sons qui sont issus de ce travail-là, donc de trouver une structure physique qui est cachée, mais qui est bien réelle, si on pousse un système jusque dans ses limites. Alors, on va maintenant écouter ce qui se passe dans la manière dont l'interprète va pouvoir se promener dans tout ce monde-là. Et pour commencer, on va partir sur quelque chose qui est une partie de la pièce, où il va y avoir un métronome, donc vous allez entendre une pulsation qui est régulière. Et puis, sur ce métronome, Esson va jouer une phrase que j'appelle un rythme balancé, c'est-à-dire ti, ta, ti, ta, ti, un peu comme un rythme de sicilienne, si vous voulez, un rythme brève, longue, brève, et qui va être enregistré par la machine, et la machine va le reproduire dans une boucle qui va se dérouler pendant une partie de la pièce. Donc, exemple 1, 2 et 3. Donc, il y a le métronome. Voilà, donc ce rythme se déroule, continue à se dérouler, et quelques instants plus tard, Esson va continuer à jouer des parties de la pièce jusqu'à un moment où elle va jouer une phrase qui va être jouée en pizzicati, donc il va partir, elle va suivre le métronome qui lui a été cette fois-ci imposé, mais en jouant cette phrase-là, elle va la ralentir, c'est-à-dire qu'elle va, vous allez entendre, les pizzicato vont se ralentir, et elle va faire en sorte que ce métronome, qui au départ était figé, va se ralentir et va épouser le tempo qu'elle a fait. Donc c'est elle qui va maintenant déterminer le tempo, et ce n'est pas du tout quelque chose qui va lui être imposé, mais c'est elle qui va déterminer le tempo en ralentissant. Et prêtez à votre attention à ce métronome dans l'aigu, et vous allez voir qu'à la fin de la phrase, il sera sensiblement plus lent. Et là, voilà, le rythme est beaucoup plus lent maintenant. Donc on a défini une autre qualité. Donc il y en a ces deux éléments-là, le métronome et ce rythme balancé. Et maintenant, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se laisser se dérouler
ces deux éléments simultanément. Je vous avais parlé il y a 15 jours du temps lisse, on est exactement dans ce cas-là, c'est-à-dire que finalement, la superposition de ces deux éléments est totalement fortuite, c'est-à-dire qu'elles sont comme ça, mais des fois elles pourraient être comme ça dépend du tempo qu'elle a imprimé, mais ces deux éléments maintenant continuent à flotter et à vivre simultanément, et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va changer le rythme et changer l'harmonie de ce rythme balancé. Donc toujours, le métronome reste imperturbable, mais il ne réagit pas pour l'instant. Voilà. Donc ce rythme qu'on entend, ce qu'on appelle le rythme balancé, il est obtenu aussi par cette synthèse de modèle physique dans lequel j'ai modélisé un accord qui va un archet qui va dans un sens et qui va dans l'autre. Il y a toujours cet aller-retour et qui donne ce rythme-là, et donc ça fonctionne comme ça. Un petit peu plus loin, donc, on a ces deux éléments, et on a d'autres éléments qui vont intervenir, mais voilà, Essonne elle a un paysage avec un métronome et un rythme balancé, elle va se balader entre les deux, et par exemple, ici, elle va jouer une phrase assez rapide qui va partir sur le métronome, sur le tempo qu'elle a elle-même défini, donc si jamais elle avait arrivé à un tempo beaucoup plus rapide, elle serait obligée de jouer cette phrase-là beaucoup plus rapide. Mais comme c'est quelqu'un qui est très consciencieuse et qui est très précise surtout, elle a vraiment fait un tempo qui était acceptable. Et donc là, elle va loger toutes ces notes-là dans le tempo qu'elle a défini, et petit à petit, elle va l'accélérer encore. Donc mesure 11 à 13, événement 11 à 13. Maintenant, le tempo est plus rapide. Donc, plus tard, elle va de nouveau modifier cette variation de tempo. Cette fois-ci, elle va la ralentir. Donc, le tempo va être, le métronome va être fixe pendant un moment, ça va accélérer, ça va ralentir. On va avoir ce changement. Mais elle va faire apparaître maintenant cette corde virtuelle que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui est basée sur cette granulation. Et vous allez entendre donc une troisième voix qui va venir s'ajouter totalement librement aux deux. Donc c'est une polyphonie, mais avec trois voix qui sont indépendantes, et qui va venir s'ajouter aux deux voix déjà existantes. Donc événement 40 à 43. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de cette corde qui continue à jouer toute seule? Eh bien, on va essayer de la faire s'envoler, c'est-à-dire qu'on va lui donner la faire partir dans des régions beaucoup plus aiguës, et on va aussi en changer les paramètres, c'est-à-dire que je vais faire changer les paramètres de pression et de vitesse, et ça va donner des configurations musicales totalement nouvelles, mais cette fois-ci dans la continuité, et vous allez entendre que quand la violoniste va faire cette phrase qui part du grave vers l'aigu, ça va avoir pour effet de modifier cette corde virtuelle qui pour l'instant ne bouge pas et qui va ensuite se positionner dans l'aigu. Donc événement 45 à 49.
Et là, il y a encore une nouvelle voix, un trémolo, qui s'est accentuée. Donc comme ça, j'accumule des voix les unes superposées les unes aux autres. Au cours de la pièce, donc on a le métronome, on a la corde virtuelle, on a le rythme balancé, ce trémolo, on a 4 structures qui sont indépendantes et qui peuvent se bouger les unes par rapport aux autres. Et au cours de la pièce, la soliste va être amenée à voyager, à faire des séquences qui vont être dans le rythme de l'un, dans le rythme de l'autre. Elle va se balader entre ces 4 structures, comme si c'était 4 paysages différents. Et donc, en se baladant dans ces structures, en se promenant dans ces structures, comme je l'ai montré pour le rythme, elle va modifier la musique elle-même, suivant la manière dont elle interprète. Elle va modifier le tempo, mais elle peut modifier la vitesse, elle peut modifier d'autres paramètres de son. Donc toute cette musique, ou je dirais 60% de cette musique, ne sonnerait pas pareil que si la violoniste ne jouait pas. Donc c'est vraiment une musique qui intègre des valeurs d'interprétation. Et pour terminer cette première présentation de cette pièce, on va écouter la toute fin de la pièce, où là, tout ce que il y a ce que j'appelle une toupie sonore. Donc c'est quelque chose que j'avais déjà utilisé dans plusieurs de mes anciennes compositions. C'est un son qui tourne sur lui-même. Un son comme une toupie, un son qui tourne sur lui-même. Mais ce son-là va se balader aussi dans l'espace. Vous avez 8 haut-parleurs, ou 6, je crois, mais 6 haut-parleurs autour de vous. Le son donc, va remplir l'espace. Et vous allez voir que le son va bouger, mais il va bouger en fonction de ce que joue l'interprète. C'est-à-dire que la manière dont elle va jouer, si elle joue des sons dans l'aigu ou dans le grave, très souvent, les sons, quand elle va jouer dans l'aigu, les sons sont projetés à l'avant. Quand elle va jouer dans le grave, les sons sont projetés à l'arrière. Surtout quand elle va faire des pitchs, vous allez entendre qu'elle va faire modifier les sons. Donc c'était comme si la violoniste, comme si Essonne était une magicienne qui joue avec des toupies sonores et qui les fait voler dans l'air. Sauf là que ces toupies sont des toupies virtuelles, mais la manière dont ces toupies vont se déplacer dans l'espace dépend exclusivement de ce qu'elle va faire maintenant. Voilà. On peut...
Voilà. Donc ça, c'est la fin de la pièce où il y a cet environnement de tout-puits sonore qu'Esson provoque par son jeu. Merci, Esson. Et on va passer maintenant à la deuxième partie de cet exposé sur une autre utilisation des techniques en temps réel, de la composition en temps réel, qui va vous présenter un autre aspect qui est peut-être moins lié à l'interprétation, mais quoi que ça va provoquer les interprètes de manière différente, vous allez voir pourquoi, mais qui est basé sur quelque chose qui est, que j'utilise depuis assez longtemps, qui est le procédé des chaînes de Markov, qui est un procédé qui est très connu de la part des scientifiques, mais qui permet de faire des successions d'événements et de gérer dans quelles conditions un événement peut être suivi par un autre. Donc un événement peut être une note, donc on peut concevoir comme ça des mélodies, des accords, des polyphonies, avec comme ça, en déterminant les conditions pour une note ou pour un événement d'être suivi par l'autre. Et ces conditions sont encore probabilistes, parce que ce qui m'intéresse dans ce genre de choses-là, c'est de faire en sorte que la musique électronique ne soit pas un fond sonore derrière l'instrument, mais que la musique électronique soit vraiment active. Et là, l'ordinateur va réellement composer, alors pas composer comme un être humain compose, mais disons, il va effectuer des opérations qui seraient d'ailleurs beaucoup trop compliquées à un cerveau d'effectuer en temps réel. Et donc, avec ce procédé des chaînes de Markov, je vais vous montrer un cas simple, d'ailleurs, qui est utilisé dans la pièce, c'est que vous avez une note qui tourne sur elle-même, c'est-à-dire que c'est une note qui trouve comme succession elle-même, c'est-à-dire qu'elle va se répéter. Elle va se répéter. Et dans un autre cas, cette note peut joindre une deuxième note qui se trouve dans ce cas-là un peu plus haut et revenir vers elle, mais la deuxième note peut elle-même se répéter. Donc on a plusieurs cas, la note se répète, elle va vers une autre, cette note se répète et elle revient à la première. On a 4 cas qui sont produits, et voilà ce que ça donne juste avec ce petit nombre de règles. La note grave, la note aiguë. Voilà. Et la probabilité que la chose se répète est pratiquement nulle, mais là, cette fois-ci, on passe d'une note à l'autre de manière directe, je dirais, mais en tout cas, c'est aléatoire. La manière dont elle passe de l'une à l'autre est aléatoire, mais on peut y passer par des chemins. Alors, j'en ai tracé 2, un chemin bleu et un chemin rouge, c'est-à-dire que pour joindre la note grave et pour arriver à la note aiguë, eh bien, elle va passer par d'autres notes, comme dans une espèce de gamme, et la manière dont elle va évoluer est aussi faite avec des probabilités, avec ces distances de Markov que j'ai utilisées pour créer ces mélodies qui ne peuvent a priori, théoriquement, jamais se reproduire à l'identique. Exemple 2. Et maintenant, ce processus va se dérouler sur les... Vous avez ici un piano virtuel, maintenant vous en allez en avoir 4. Ce processus va se dérouler simultanément sur 4 plans sonores identiques, mais qui vont faire des chemins différents, mais toujours avec les mêmes règles. Exemple 3. Le prochain. Voilà, donc les chaînes se développent indépendamment de cette manière-là, et il vient un moment où ce processus de chaîne de Markov va se scléroser, disons que ce processus va se transformer, va descendre dans le grave, et il va finir par devenir de simples points. Et donc il va se ralentir, et vous allez entendre comment on passe par de relations continues entre ce processus génératif automatique à des points sonores qui vont servir vraiment de soubassement à ce qu'on va entendre après. Donc, exemple 4.
Donc sur ce processus de point sonore maintenant, qui est comme si le système était en train de végéter, quoi, parce que c'est toujours le même, hein, mais qui est traité différemment, les deux pianistes vont jouer maintenant une séquence qui vont être... alors ça va être vraiment ce que j'appelais la dernière fois un temps lisse, ce sera exactement ça, c'est-à-dire que les deux pianistes ne peuvent absolument pas se synchroniser avec ces éléments-là, puisqu'ils ne savent pas à quel moment ils vont tomber. Donc ça fait un fond sonore un peu chaotique, mais sur lequel ils vont eux-mêmes poser d'autres points avec une technique d'harmonique et ils vont s'échanger un petit peu comme des mélodies de cloche qui vont alternativement faire passer d'un piano à l'autre, mais tout ça dans un temps totalement lisse, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui les détermine à jouer. Et donc on va écouter une section pour piano donc, qui va être basée sur ces points sonores et qui va servir de base, de soubassement à la musique. Alors, sur cette structure, donc, les deux pianistes, c'est Andreas Grau et Götz Schumacher, pour laquelle j'ai écrit, donc, cette pièce s'appelle Le temps mode d'emploi, vont élaborer donc, tout un discours musical à partir de ces points dans le grave, qui vont ensuite donner naissance à des développements. Et beaucoup plus loin dans la pièce, c'est pour ça que ça s'appelle le temps mode d'emploi, puisque dans cette pièce-là, il y a une allusion à Georges Perec, mais ça vous pourrez l'apprendre ce soir si vous lisez le programme du concert. Mais aussi, c'est parce que dans cette pièce-là, il y a énormément de processus qui parcourent tout le temps de la pièce, qui dure plus de 50 minutes, mais ces processus, des fois, évoluent très lentement et ressortent et se cachent. Donc il y a énormément de temps superposés, mais qui ne seront pas tout le temps explicites, qui ne seront pas tout le temps entendus, mais beaucoup plus loin dans la pièce, on reprend cette structure ponctuelle, et vous allez voir comment, à partir de cette structure ponctuelle, on fait le chemin inverse, et on va la reconstituer, et on va retrouver les chaînes qu'on avait tout à l'heure. Donc, exemple suivant. Là. Non, une deuxième qui va se constituer là. Une
troisième qui va se constituer au fond. J'entends pas bien, je pense que c'est ce qui se passe. Et une quatrième maintenant. Et maintenant, ces chaînes sont redevenues, donc on a retrouvé l'état dans lequel on les avait laissées avant leur désintégration, elles sont de nouveau réintégrées, et maintenant elles vont être rejointes par les deux pianistes qui vont jouer une musique similaire, mais cette fois-ci totalement écrite. Ce que vous entendez là est totalement indéterministe, mais suivant des règles bien précises. Ce que vont jouer les deux pianistes, ça va être la reproduction des mêmes formes, puisqu'on va reconnaître ces notes qui sont répétées et ces montées progressives, mais de manière totalement déterministe, puisque cette fois-ci c'est écrit sur une partition. Et la seule chose qu'ils ont à faire, c'est se synchroniser avec le rythme de la musique électronique. Donc maintenant, on va écouter l'exemple suivant. Alors, ce système, donc il y a un grand développement à la fin, ce système est reparti, et donc il y a plusieurs séquences dans lesquelles les pianistes vont dialoguer avec ce système. Et maintenant, je vais utiliser un autre élément de déstabilisation qui est un accord, c'est-à-dire que j'ai décidé qu'il y a des accords qui viendront interrompre les chaînes. Donc on a ces mélodies qui montent, et des fois il y a un accord, ça les arrête. Et ensuite ça reprend. Alors ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une progression, c'est-à-dire que dans un premier temps, le pourcentage d'apparition, alors c'est là où ça fait intervenir les éléments aussi indéterministes, je ne vais pas décider à quel moment les accords vont tomber. Le pourcentage va être décidé par la machine elle-même, c'est-à-dire que je dis seulement qu'un accord a 4% de chance de se trouver à un moment dans le parcours mélodique. Donc vous allez entendre, il y a de temps en temps un accord, mais ils seront assez espacés, et même très espacés, il y en aura assez peu. Et ensuite, une fois que l'accord est joué, eh bien, le système attend environ une demi-seconde avant de repartir, c'est-à-dire avant de recommencer les chaînes. Donc, tout ça, à la fois le temps, la probabilité d'apparition et le temps de redémarrage des scènes, est soumis à un calcul probabiliste qui n'est pas décidé ni par moi ni par les pianistes, mais par la machine elle-même. Ceci dit, cet indéterministe produit une forme très audible, qui est justement cette interruption de l'accord. On va l'écouter sur une seule voix. Voilà un accord. Et maintenant, on va l'écouter avec les quatre voix superposées, donc, qui vont donner ces stop time, quoi, où la musique s'arrête, mais aussi avec les deux pianos qui vont dialoguer de manière similaire, mais avec une partition plus ou moins déterministe. Je vous expliquerai pourquoi.
les pianistes ont fait des événements qui sont assez proches de ce que produit la machine, c'est-à-dire ces mélodies qui montent et puis ces accords qui viennent les interrompre. Le système va évoluer beaucoup jusqu'à la fin de la pièce de la manière suivante, c'est-à-dire que la probabilité d'accord va être beaucoup plus grande, c'est-à-dire que les accords vont intervenir beaucoup plus fréquemment, et la durée, enfin le temps d'intervalle avant que les chaînes reprennent va être plus long. Alors ici, ce sera par exemple il y a 15% des chances d'avoir un accord, et le temps d'attente sera à peu près de 2 secondes. Un peu plus tard, il y aura 30% de chances d'obtenir un accord, de chance ou de risque, ça dépend des gens. Et le temps avant que ça reprenne sera entre 2 et 6 secondes. Et à la fin, on continue de 40 à 40% de temps, et à la fin, eh bien, on a vraiment quelque chose qui est très différent, c'est-à-dire qu'une mélodie n'a pas le temps de commencer, qu'on a déjà l'accord. Donc petit à petit, on passe d'une structure qui est très dynamique à une structure qui est très passive, parce que les accords qui viennent figer sont de plus en plus fréquents. On peut l'écouter maintenant à 28, 5-28. 27. Et maintenant, on passe à 28. Voilà. Et là, et personne ne peut savoir ce qui va se passer. Par contre, on sait où ça va se passer. C'est-à-dire qu'on sait ce qui va se passer, mais à quel moment, on ne sait pas. Alors, ça pose un problème, enfin, c'est pas un problème, ça pose, c'est en ce sens-là que je disais que ce genre de musique n'est pas là pour résoudre des problèmes, mais pour poser de nouvelles questions. La question maintenant, ça va être comment est-ce que les deux pianistes vont pouvoir faire un contrepoint avec une musique qui n'existe pas. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on faisait des contrepoints, c'est-à-dire qu'il y avait, on savait que tel événement allait avoir lieu à tel moment, donc on pouvait anticiper. Là, puisque la musique se compose au moment où vous l'entendez, il n'y a aucune manière de savoir si un accord va venir ou si un accord va venir. Donc j'ai choisi de composer des séquences qui se structurent un peu comme ce que produit la machine, c'est-à-dire avec des fragments de mélodie qui se fichent dans des accords, mais le moment où ça va être joué va être décidé par les pianistes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils savent qu'est-ce qu'ils doivent jouer, mais c'est à eux de décider à quel moment ils vont jouer. Et ça, ils le font intuitivement en réponse avec ce que donne la machine. Alors, il n'y a pas de règle. J'ai voulu qu'il n'y ait aucune règle, que ce soit vraiment, comme on dit dans le jazz, au feeling, c'est-à-dire que quand vous le sentez, ben, vous le jouez. Et ce qu'on va faire, on va faire l'expérience, on va le jouer 2 fois. On va le jouer 2 fois, et donc ça va être 2 fois la même musique, si vous voulez, au niveau des structures, mais ça va être joué 2 fois de manière différente, puisque la machine ne va jamais produire la même chose. Donc on va écouter une première fois cette séquence, donc avec la machine qui va dérouler ces chaînes de Markov de manière totalement aléatoire, mais contrôlée quand même, parce qu'on sait quel type d'événement va arriver, mais le temps est incertain, et les pianistes qui vont se débrouiller avec. Première fois.
Donc, première version, on va maintenant le réécouter une deuxième fois, et pour la beauté du geste, je vais demander à mes deux amis de le jouer le plus différemment possible, c'est-à-dire d'essayer de réagir de manière différente, c'est-à-dire peut-être des fois plus nerveusement, des fois au contraire beaucoup plus calme. C'est-à-dire que les événements arrivent et on peut décider d'y répondre ou pas. Et donc, un pianiste peut répondre, l'autre peut répondre immédiatement après, comme il peut attendre un moment avant de répondre. Donc, c'est un temps, là, pour le coup, qui est totalement pulsé, parce qu'il y a une pulsation interne, mais qui, dans son déroulement, est totalement lisse, puisqu'il n'y a absolument aucune règle, aucune borne pour décider à quel moment un élément va arriver. Tout ce qu'on sait, c'est que la probabilité d'avoir ces petites formules mélodiques, maintenant, est très minime. Donc, on sait qu'on a très peu de mélodies et beaucoup d'accords. Et c'est exactement dans le même genre de configuration que se placent les deux pianistes. Donc, on va réécouter une deuxième fois cette séquence, qui sera évidemment différente. Alors le temps était tellement libre, puisque effectivement, tant que je n'ai pas changé les données, la musique peut se dérouler à l'infini. Ce seront des structures infinies, parce que l'ordinateur, sauf s'il y a une coupure de courant, eh ben, il va continuer à fournir de la musique. Suivant des périodicités, suivant des... Alors, tout ça, ce sont des règles de composition, puisque vous savez que la composition s'effectue bien sûr avec l'intuition, mais depuis Guillaume de Machaut, on sait qu'il y a des règles qui sont, et même avant lui, probablement, on sait qu'il y a des règles qui sont à la base. Bach, par exemple, est composé avec des règles très strictes. Je pense que maintenant, à l'époque où nous vivons, c'est de manière tout à fait, je dirais, logique de déduire des règles qui proviennent plutôt d'une idée plus contemporaine, qui est justement le rôle de l'aléatoire, de l'indéterminé, de tout ce qu'on ne connaît pas, mais tout ce qu'on peut approcher avec un raisonnement déterministe. Je crois que c'est une mode de pensée que comprennent en tout cas assez bien les scientifiques. Et n'étant pas scientifique moi-même, j'en suis quand même très inspiré, puisque j'essaie d'introduire ces dimensions aléatoires. Ça a été fait par le passé, par un compositeur comme Xenakis a utilisé des dimensions aléatoires, mais il l'a fait pour composer des partitions qui étaient écrites. Donc à la fin, les partitions sont toujours jouées de la même manière. Ici, c'est vraiment de l'aléatoire contrôlé dans le sens où la musique que vous entendez se compose au moment où vous l'entendez et suivant des règles qui ont été déterminées. Je vais m'arrêter là. Je remercie beaucoup mes amis Andreas Grau et Grau Schumacher.